Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart for Change. Pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, vous nous suivez en direct à 17h à la télévision via vos box, en direct également via les réseaux sociaux et notamment via LinkedIn. Et vous nous retrouvez en rattrapage, bien sûr, chaque jour en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, jour de fête nationale aux États-Unis, les marchés américains restent donc fermés. C'est un jour de promulgation de grandes et belles lois budgétaires par Donald Trump, puisque la loi budgétaire a passé l'ensemble des votes au Congrès avec le vote de la Chambre des représentants hier soir. Et c'est donc une loi qui va désormais s'appliquer, engrangeant un déficit supplémentaire sur les prochaines années pour l'économie américaine, avec évidemment des baisses de taxes, des baisses d'impôts qui viennent ainsi remplir les promesses électorales de Donald Trump pendant sa campagne. Nous évoquerons les sujets américains du moment, évidemment, et les enjeux de l'été, à commencer par l'enjeu commercial, avec les échéances qui se rapprochent, et Donald Trump qui est prêt à envoyer un certain nombre de lettres pour fixer de manière unilatérale des tarifs avec un grand nombre de pays avec lesquels il n'a pas abouti en termes de négociations. Le Vietnam a eu droit à un accord ces dernières heures, la Chine a droit à une trêve aujourd'hui, et le Royaume-Uni a lui aussi eu le droit à son accord. Nous aurons donc ce moment de vérité autour des tarifs dits réciproques qui s'appliqueront à partir du 1er août prochain, selon la dernière communication de la Maison-Blanche. Discussion à suivre sur ces enjeux de marché, la situation des marchés avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure, nous nous focaliserons sur un dossier de grande qualité, la qualité en bourse. C'est une performance régulière sur la durée, et le cas de Legrand est un cas emblématique de ces grands dossiers de qualité en bourse. Nous évoquerons ce dossier-là spécifiquement avec Olivier Delose, associé et gérant chez Clartan Associés, qui sera notre invité dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Séance calme effectivement aujourd'hui pour finir cette semaine. Oui, les indices doivent composer sans Wall Street qui reste fermé pour la fête nationale après avoir inscrit de nouveaux records hier. La séance est donc calme sur les marchés. En Europe, les indices sont dans le rouge. Le CAC 40 cède 1% au cours de la séance et repasse sous les 7700 points. L'Eurostoxx 50 perd plus de 1% également. La date butoir du 9 juillet approche, date à laquelle tous les accords commerciaux doivent être signés. La promesse, c'était 90 deals en 90 jours. On le rappelle, on sera loin évidemment de cet objectif, puisque pour l'instant, peu d'accords ont été officiellement signés. Pauline. Oui, il n'y a qu'avec le Royaume-Uni et le Vietnam que des accords ont été conclus, et Donald Trump a aussi accepté une trêve avec la Chine. Les deux pays vont réduire les taxes réciproques provisoirement. Donald Trump a indiqué qu'il allait envoyer peut-être dès aujourd'hui des lettres avec les nouveaux tarifs aux pays concernés, et les tarifs vont varier entre 10 et 70%. Bon, et puis autre zone de tension commerciale entre la Chine et l'Union européenne, la Chine qui annonce aujourd'hui un niveau de taxation sur les brandis, le cognac. Oui, à partir de demain, Pékin taxera les cognacs en provenance de l'Union européenne. La mesure sera en place pendant 5 ans et à hauteur de 35% au maximum. La Chine justifie sa décision comme une ultime réponse face à la procédure anti-dumping de l'UE visant les véhicules électriques chinois. Néanmoins, les groupes de spiritueux ayant accepté d'augmenter leur prix sur place se retrouvent épargnés par cette taxe chinoise. C'est le cas notamment de Rémy Cointreau et Pernod Ricard, dont les titres évoluent à l'équilibre. Et puis la grande et belle loi budgétaire a donc été promulguée aujourd'hui par Donald Trump, président des États-Unis. Oui, la belle loi de Donald Trump a été votée définitivement par le Congrès, comme demandé par le président avant la fête nationale du 4 juillet. Cette loi comprend donc des réductions d'impôts au profit des plus riches, une très grosse enveloppe pour les exclusions des migrants clandestins et une augmentation des dépenses militaires également, entre autres. Pour rappel, ce texte pourrait accroître la dette américaine de plus de 3 000 milliards de dollars. Quelques indicateurs macro ont été publiés aujourd'hui, notamment le PPI pour la zone euro au mois de mai. Les prix à la production industrielle ressortent parfaitement conformes aux attentes, en repli de 0,6% sur un mois en mai et en hausse de 0,3% sur un an. La production industrielle française était aussi au programme et elle ressort clairement inférieure aux attentes, en repli de 0,5%, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 0,4% en mai.
Quels sont les enjeux et les équilibres aujourd'hui observés sur les marchés obligataires européens en l'occurrence? Oui, parce que les marchés obligataires américains sont fermés aussi comme les indices actions. En Europe, le rendement allemand à 10 ans évolue autour de 2,55%, le rendement français de même échéance autour de 3,25%. Enfin, sur le marché d'échange, l'euro-dollar se traite autour de 1,1770. Quels seront les temps forts à l'agenda des marchés la semaine prochaine, Pauline, pour les investisseurs? Côté macro, on attend les ventes de détail de la zone euro pour le mois de mai et les secondes estimations d'inflation en France et en Allemagne pour le mois de juin et aussi les résultats de Delta Airlines. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, vous retrouvez Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Etcheberry est avec nous, le président directeur des investissements d'Elcano Asset Management. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Nicolas Sopel nous accompagne également, stratégiste en chef de Quintet Banque Privée. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégoire. Et Laurent Dédier est avec nous, le directeur général délégué chez Autingre Banque Privée. Bonsoir Laurent. Bonsoir Grégoire. Je le disais, les marchés américains sont fermés. Parlons des marchés américains. Laurent, avec cette question... résilience ou complaisance? C'est-à-dire qu'on a vu cette grande remontée quand même des indices actions américains sur la deuxième partie du premier semestre, sur le mois de juin en l'occurrence. La tech en tête, on retrouve une forme de leadership des actions américaines par rapport aux actions européennes. Qu'est-ce qui justifie ce mouvement et comment est-ce que vous évaluez la situation du marché américain à ce stade? Je pense que la résilience, elle vient aussi probablement d'un phénomène qui a été la réduction de l'incertitude. Globalement, on a été un paroxysme le jour de Liberation Day où tout d'un coup le marché a paniqué. On a vu même une espèce de panic selling, donc des ventes un petit peu folles et tous azimuts sur plein d'actifs. Depuis, on sent qu'il y a une espèce d'accalmie. Et d'ailleurs, on a bien vu au sein du gouvernement, on a un Scott Bessent qui était très présent et qui a essayé, entre guillemets, de mettre du froid là où certains soufflaient du chaud. Et donc, quelque part, le marché a repris un petit peu une espèce de boussole avec une incertitude totale. Le Nord, on a une idée d'où il est, mais on ne sait pas exactement où il est aujourd'hui. Mais clairement, le marché s'est retrouvé dans une situation d'incertitude. Puis, à côté de ce phénomène, vous avez eu quand même des publications qui ont été de bonne qualité. Je rappellerai quand même qu'au moment de Liberation Day, le marché américain avait effacé environ 11 trillions de valeur, donc 11 000 milliards de valeur. Aujourd'hui, on est positif de 12. Et quand on regarde ce qui s'est passé, plus de la moitié s'est produit une fois sur les géants de la tech et en particulier sur la dynamique de l'IA. Et donc la création de valeur, elle est toujours aujourd'hui dans l'esprit des investisseurs au même endroit. Ça ne veut pas dire qu'il ne commence pas à y avoir un début de ruissellement ou un début d'intérêt pour d'autres actifs, mais quand on regarde la performance sur le deuxième trimestre du S&P Equal Weight ou du S&P avec les pondérations actuelles et donc ces distorsions de pondération très fortes, clairement on voit encore que l'IA et la technologie sont les locomotives qui font des rattrapages très forts à chaque phase de baisse. Donc on retrouve ce phénomène de concentration ou de reconcentration de la performance du marché américain là. Clairement, je crois qu'hier, parce qu'aujourd'hui c'est fermé, Nvidia a touché 3,9 milliards, quasiment 4 000 milliards, ce qui en fait aujourd'hui, à date, la capitalisation la plus élevée historiquement, dépassant celle de Apple en fin d'année dernière, qui était tombée à ces chiffres-là, et qui aujourd'hui a perdu 700 milliards, donc est à 3,2. Voilà, et donc on sent que le marché est toujours encore clairement focalisé sur cette thématique technologie. Il y a Nasdaq, c'est la locomotive. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres secteurs qui performent pas bien, mais ça a quand même été aujourd'hui un petit peu le cheval positif sur les marchés américains au deuxième trimestre. Et donc l'effet DeepSeek, par exemple, est un peu relégué dans le passé désormais. Enfin, je veux dire, toute la discussion du premier semestre a été d'interroger l'idée de l'exceptionnalisme américain qui peut prendre plein de formes. C'est le dollar, mais c'est aussi la tech, l'IA. Et le début d'année a été marqué aussi par ce choc autour de DeepSeek et la révélation quand même qu'il y avait une concurrence technologique aujourd'hui à travers le monde. La force des marchés, c'est d'oublier vite sans totalement oublier. Et donc, la première fois qu'un événement se produit, c'était le cas avec DeepSeek, où tout d'un coup, on s'est dit DeepSeek, quand on s'est dit, tiens, potentiellement, l'IA américaine peut être challengée, et avec, j'ai envie de dire, 3 bouts de ficelle et peu d'argent, on est capable de faire un truc qui y ressemble, ça a fait paniquer tout le monde. À la fin, c'est une bonne solution, mais c'est clairement pas la solution leader. Mais on voit bien que
la façon dont est organisé aujourd'hui l'écosystème autour de l'IA et après tout ce qui est tarifs, réglementation, etc., fait qu'il y a encore une concentration très forte sur l'avantage et l'exceptionnalisme américain. Ouais. Bien évidemment, après, on aura peut-être loisir à discuter du dollar et de beaucoup d'autres éléments, mais force est de constater qu'à l'issue du deuxième trimestre, le marché américain est reparti par le même segment, technologie et IA. Enseignement effectivement important. Est-ce que Trump a regagné la confiance des marchés, Nicolas? Est-ce qu'il y a un peu de ça aussi? C'est vrai qu'on restait marqué par ce moment où on voyait tous les actifs américains baisser sur des séances compliquées début avril. Le dollar baissait, les bonds baissaient et les actions baissaient. Des schémas de marché auxquels on n'était pas habitué quand on parle d'un marché comme le marché américain en l'occurrence. Oui, tout à fait. Mais en même temps, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être en ce début d'année de nouvelles alternatives au marché américain. On a eu les plans de relance en Europe, on a eu le moment Artificial Intelligence en Chine, on en a parlé avec DeepSeek. Donc on se rend compte qu'il y a peut-être un moment où les États-Unis se désolidarisent un petit peu du reste du monde, qu'il y avait d'autres alternatives. Maintenant, le marché américain action, ça reste un marché malgré tout de qualité. Je pense aussi ce qui a contribué récemment aussi à la bonne performance, c'était les anticipations de baisse de taux de la part de la Fed. D'une certaine façon. Où on en est aujourd'hui, on ne peut pas le voir parce que le marché, évidemment... hier, on l'a vu hier, oui. Donc voilà, ça reste un marché de qualité, mais avec d'autres alternatives. Pour un investisseur, toujours prendre en considération, j'imagine en parler de l'effet dollar, parce que plus 6% S&P sur l'année 2025 en dollars, on est à peu près à moins 6, moins 7 en euros. Bien sûr. Donc ça reflète quand même cette baisse du dollar à un moment où on n'a plus trop de tension sur le marché obligataire, enfin en tout cas un petit peu moins pour le moment. Cette baisse du dollar, elle est quand même, pour moi, regardez la devise, ça vous dit un petit peu l'état dans lequel se trouve un pays par rapport à ses investisseurs. Ouais. Mais est-ce que ça devient un soutien pour le marché action américain? Enfin, est-ce qu'un dollar là, plus faible de 10%, est-ce que c'est un soutien pour les entreprises américaines et donc pour le marché action américain? Ça reste toute la rhétorique un peu de l'administration Trump, c'est-à-dire d'avoir un dollar plus faible pour favoriser les exportations. Est-ce que de ce point de vue-là, c'est une bonne solution? Tant que les Américains consomment ce qu'ils ne produisent pas, c'est un risque. Voilà, c'est un double effet. C'est un double effet avec une inflation importée. Je parlais aussi de la Fed. Donc évidemment, la baisse en juillet, je pense qu'on oublie. Celle en septembre, on est quand même pas très sûr. Le marché a quand même un petit peu enlevé des baisses de surcroît. Bon, le chiffre de l'emploi américain hier, effectivement, a été vu comme plutôt positif encore. Voilà, encore positif. C'est vrai que, comme à chaque fois, certains trouveront à boire et à manger, mais comme tous les chiffres du gouvernement, mais c'était le cas pendant le mandat de Biden, d'avoir la croissance essentiellement liée aux jobs gouvernementaux. Maintenant, en se projetant un petit peu dans 3 mois, est-ce que le marché du travail peut rester résilient dans l'état actuel des choses? C'est vrai qu'on a une consommation qui ralentit un petit peu, mais maintenant c'est surtout sur l'inflation, parce que la Fed se dit, aujourd'hui on pourrait baisser un petit peu les taux parce que l'inflation est légèrement au-dessus de la cible, mais ne le fait pas parce que le marché de l'emploi est encore fort. Mais dans 3 mois, quand on verra les premiers effets, on commence à voir des premiers effets. Les retailers qui augmentent leurs prix. Peut-être que d'ici 3 mois, l'inflation sera repartie à 3%. Et dans ce cas-là, la Fed sera un petit peu... encore un peu plus cornerisée, quoi. Exactement. Et donc, du coup, comment le marché va réagir à ça? Je pense qu'on a tellement mis en avant la Big Beautiful Bill, les trade deals, on a oublié un petit peu les anticipations de la Fed à surveiller, de mon point de vue. Gilles, alors 6250 points sur le S&P 500, on ne price pas beaucoup de ralentissement de la croissance des bénéfices américains et de la croissance américaine, j'imagine. Complaisance, clairement. Après, le point positif qu'on ressent moins ici, c'est effectivement... Il faut voir que les 7 magnifiques et la tech est quand même très exportatrice. Je veux dire, c'est quasiment 50% de certaines entreprises, 50% des chiffres d'affaires, est fait hors des États-Unis. Donc ça a été, je veux dire, un élément positif pour eux, en tout cas, vu de l'investisseur américain.
Après, je dirais que je pense ce qu'on ne mesure pas aujourd'hui, clairement, il y a eu des résultats corrects sur le Q1. C'est l'ampleur du front-running qu'il y a eu en particulier Microsoft. Lié aux tarifs. Lié aux tarifs sur les investissements, sur les produits, sur Apple, sur Microsoft en particulier. Je serais curieux de voir quels seront les résultats sur le Q2 parce que si on voit, on a vu le même problème sur le PNB qui a fait -3, qui va faire +3 au Q2. Il y a eu quand même des effets très très forts de front-running sur l'économie américaine qui, à mon avis, ont été masqués, ont été favorables aux résultats des entreprises sur Q1 et ont permis de rebondir en mars-avril en disant finalement c'est pas si mauvais que ça. Voilà, concernant l'AI, moi... Et ça va pas continuer. Enfin, je veux dire, on va... Front-running, ça peut pas continuer. D'accord. Front-running, c'est juste déplacer la demande Q2, Q3. Et donc là, dès les résultats du deuxième trimestre, c'est possible qu'on voit déjà des surprises moins positives je pense côté entreprise, Apple et Microsoft, côté économie américaine. Apple et Microsoft sont vulnérables, oui. Parce que même s'ils sont exemptés de droits ex post, c'était pas su à l'avance. Et vu les très bons chiffres de Microsoft sur les ventes de tout ce qui est hardware... Pas sûr qu'ils reproduisent ça sur... Pour moi, il y a quand même du front-running. Hein, donc on peut avoir un petit trou d'air Q2 qui ne sera pas une bonne surprise. On voit la rupture entre Microsoft et OpenAI. Donc il y a quand même des choses. Pour le moment, les gens sont revenus sur Nvidia, mais je ne suis pas certain que ça soit... On a déjà eu une première alerte avec DeepSeek. On pourrait continuer à avoir d'autres alertes là-dessus. Mais c'est pour moi, on voit très bien le montant. Ça reste un point de fragilité pour vous du marché américain. Oui, parce que c'est le retail qui est allé à fond, qui a suivi Trump. Quand Trump a acheté, ils ont suivi à fond. Oui. On voit bien à travers les options, les volumes optionnels, le volume de trading sur ça. Alors je ne parle pas de Tesla qui est vraiment complètement déconnecté de tout fondamental. Ça reste une darling du retail, Tesla. Ah ben, on voit bien, c'est comme la seule valeur de décroissance de chiffre d'affaires qui se paie 100 fois les bénéfices. Hein. Et là, on a encore moins 13% sur ce qu'ils font vraiment, pas ce qu'ils vont faire dans 5 ans. Parce que, et ce qui est quand même assez fascinant, je trouve, cette valeur, on pourrait peut-être dire de choses, c'est quand même, on voit la démission de tout l'état-major, de tous les gens en charge de tous les projets sous Musk. Il part encore un qui est parti il y a 3 jours, qui était en charge de l'Europe. Ils partent tous les ans. Et c'est Musk qui remplace à chaque fois. C'est Musk qui remplace à chaque fois. Et le titre ne bouge pas. À mon avis, voilà. Parce que là, il y a eu au moins une dizaine de départs, y compris des gens qui étaient en charge des programmes critiques. Hein, robotaxi, automatisme, tout ça. Et bon, ça ne bronche pas. Le charisme est toujours là, donc jusqu'à quand. Mais bon, de toute façon, d'ailleurs, c'est une valeur où il n'y a pas de short. Parce qu'aucun professionnel... Il n'y a plus de short sur Tesla. Mais non, depuis très longtemps, parce qu'aucun professionnel peut se risquer. C'est une valeur qui fait +10 sur un tweet, -5 ou plus... L'armée du retail est puissante aujourd'hui. Voilà, et personne ne va se risquer de se mettre en face, hein, ça c'est clair. Ouais. Bon, ça remet le marché américain en position de fragilité ou pas, Laurent ? Je crois pas. Ouais. Non, sincèrement, je crois pas. Alors après, pour un investisseur zone euro, bien évidemment, il faut penser à la devise. Et on voit bien, sur le premier semestre, la devise était plus importante que le marché américain. Mais ça reste un marché global d'innovation. Ouais. Et quoi qu'on me dise, bien évidemment, qu'il y a des silos d'innovation en Asie. Et cette semaine encore, il y a Beidou qui a fait des petites annonces discrètes sur l'IA. L'Europe ne va pas prendre le relais demain matin. Il y a des promesses, il y a des volontés, mais avant qu'on devienne un marché de technologie et d'innovation, il nous faudra peut-être encore une innovation technologique après l'IA. En tout cas, on a raté celle-ci encore. Et donc, je crois que l'exceptionnalisme américain sur cette partie-là, il n'a pas vocation à être tout de suite attaqué. Après, on peut discuter différentes choses. Ce qui me plaît dans le marché américain, même si on n'a pas une conviction très forte aujourd'hui à l'achat, et à ces niveaux-là, je pense qu'il y a peut-être un petit peu d'attentisme à avoir, c'est clairement qu'il y a cette possibilité quand même que le marché redécouvre les autres valeurs à un moment ou à un autre. Il y a eu des frémissements. Oui, c'est ce qu'on a pu imaginer à un moment quand même. Au premier trimestre, ça s'est produit, et puis il y a eu ce choc où là, globalement, le marché adore aller vers les valeurs refuges. Et quoi de mieux que d'aller vers un Google, un Nvidia de ce monde, quand on connaît la capitalisation, quand on connaît la taille du bilan, le niveau de cash et le programme de rachat d'actions. Hein. Excusez-moi, mais quand vous avez 100 milliards de rachat d'actions chez Apple et 1 trilliard sur le S&P 500, et qu'il est dicté par ces grands géants de la technologie, quand la tempête arrive ou gronde, autant se mettre à l'abri, on est bien chez eux. Ouais. Donc oui, je ne vois pas aujourd'hui comment ce marché pourrait dérailler. Et je pense que parmi les éléments qu'il faudra surtout suivre, maintenant que M. Trump a fait, j'ai envie de dire, les 2 flèches de son programme,
les tarifs, même s'il n'y a pas d'accords globaux, on a une bonne compréhension de ce qui va se passer. Ouais. Sa loi fiscale et globalement la prolongation ou l'amélioration de la baisse des impôts sur certains pans, c'est fait. La dernière partie qu'il nous avait mis en tête en tant que candidat, c'était la dérégulation, la déréglementation. Celle-ci, elle arrive, et j'ai envie de dire, c'est une arme cachée pour protéger ou préparer les États-Unis contre des temps plus, je ne sais pas, aujourd'hui la météo m'inspire, des temps peut-être plus grisonnants à la rentrée, l'automne, les nuages arrivent en général, et donc je pense qu'il est en train de préparer ce fameux risque dont on débattait tout à l'heure hors plateau, c'est que déficit qui s'accroît, balance commerciale, on va en discuter, mais on ne sait pas où elle va. Il va falloir qu'à un moment, quelqu'un achète cette dette américaine. Si c'est en interne, ce sera peut-être le retail, qui est une armée énorme aujourd'hui, mais ce sera peut-être aussi l'armée financière à travers cette dérégulation. Et donc, il y a un vrai sujet qu'il faudra observer dans les prochains mois. Mais ça veut dire quoi ? Il y a un chemin pour que l'économie américaine ne ralentisse pas autant que ce qu'on prédisait ou ce qu'on pouvait imaginer en début d'année, et que 2026 soit une année encore booming pour l'économie américaine ? Alors 26, c'est encore un petit peu loin. Les projections sont positives. Mais si l'attentisme de la Fed il est aussi fort, sachant qu'elle a un double mandat, c'est que bien évidemment, elle a une crainte sur l'inflation et qu'elle se dit que tous les ingrédients d'une petite résurgence de l'inflation sont présents avec les tarifs. Et globalement, on peut faire pas mal de simulations. Oui, l'inflation peut revenir à cause des tarifs. En tout cas, tactiquement, c'est possible ponctuellement très maintenant, là, dès cet été. En revanche, si elle ne baisse pas ses taux, c'est qu'elle considère que la deuxième partie de son mandat, c'est-à-dire la croissance et l'emploi, c'est plutôt solide. Ouais. Et aujourd'hui, la question qui pourrait se poser, j'entendais Nicolas tout à l'heure en parler, c'est la vision du consensus. Moi, je suis plutôt dans le camp de dire que la Fed, elle sera probablement plus proche de 0 ou une baisse de taux cette année que des 3 d'il y a quelques semaines ou des 2 d'hier ou d'avant-hier. Parce que le chemin aujourd'hui de baisse de taux, il n'est pas simple. Donc j'ai envie de dire que le grand rendez-vous, ce sera fin août pour tous. On reviendra un petit peu bronzé, on espère. Donc Jackson Hole, le symposium de Jackson Hole. Et là, globalement, il va nous donner un petit peu la lecture de la vision politique monétaire sur la fin de l'année. Ouais. Bon, je reprends ce que je disais, 6200 points et plus sur le S&P 500, on ne price pas beaucoup de ralentissement quand même de la part des entreprises ou de la part de l'économie américaine. Alors certes, il y a les oscillations, le front-running, on va avoir un peu de volatilité sur les chiffres macro, mais les trackers nous disent quand même on est à quoi 2,5% de croissance attendue peut-être sur le deuxième trimestre aux États-Unis, et peut-être que le Q3 peut être encore un trimestre assez fort. Hein. Ouais. Pour l'instant, le marché, de toute façon, ne regarde pas ou très peu les données macro. Si on regarde encore, évidemment, on a parlé du job report et de l'inflation, mais pour le reste, nous on regarde sur les différents indicateurs, un indicateur de cycle qui commence à tourner un petit peu rouge. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de faiblesses dans les indicateurs sentiments, business, etc. Les enquêtes, les données. Les enquêtes, voilà. Le rollover sur l'économie réelle est quand même assez limité pour le moment. En tout cas, on le voit sur le marché du travail. C'est pour le moment surprenant. Après, l'impact tarif, on sait que les droits de douane sont appliqués sur les prix, grosso modo, les prix à sortie d'usine, donc pas sur le prix final. L'impact est peut-être un peu minimum. Les marges des entreprises étaient encore bonnes, donc ils peuvent absorber un petit peu. Néanmoins, quand on regarde les chiffres de la croissance, et là c'est vrai, c'est très backward-looking, c'était les chiffres du premier trimestre, mais les différentes composantes de la croissance ont montré en tout cas la contribution de la consommation, qui reste le principal moteur de croissance aux États-Unis, contribuait à hauteur de 0,3 points de pourcentage. On était en 2024 à un peu plus de 2%, 2 points de pourcentage. Donc, malgré le front-running, on s'est dit que peut-être au niveau conso, les Américains allaient s'empresser d'acheter toutes leurs Barbie avant Noël, par exemple, ou en tout cas acheter aussi leurs petits drapeaux et leurs feux d'artifice pour ce 4 juillet. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a quand même des risques. En tout cas, il y aura de la volatilité économique, ça c'est sûr. Il y aura déjà, au niveau des importations, on verra déjà un retournement. Sur les stocks également. Comment le marché peut anticiper ça ? Bon, après, le marché reste concentré sur des tweets ou sur des annonces sur le réseau social de Trump. Peut-être que ne se soucie guère peu des fondamentaux. Oui, des fondamentaux pour le moment. Bon, sur
l'inflation des tarifs, elle arrive comment? Ça va être un choc? Ça va se voir? Est-ce que ça va mettre Jérôme Powell dans une situation compliquée, lui qui attend de voir cette inflation pour prendre des décisions? Est-ce qu'il prend le risque d'être en retard éventuellement? De toute façon, il va prendre clairement le risque d'être en retard parce qu'il ne faut pas oublier une chose. La Fed a fait une énorme erreur en septembre dernier d'anticipation. Les 50 points de base? Les 50 points de base ex post, c'est une erreur. Ils ont voulu jouer, alors est-ce qu'il y a une dimension politique? On épiloguera ailleurs, mais ils ont voulu jouer avec certaines règles en disant ok, c'est bon, je gère la température et là je mets un petit coup. Ouais. Et ils ont eu une explosion à la hausse de l'économie américaine. Donc je pense que la vision d'anticipation de la Fed, c'est fini. Maintenant, de toute façon, ils l'ont dit, ils ont fait une fois, Trump dirait c'est parce que c'était démocrate. Donc on ne refera pas des baisses de taux assurantielles? Non, l'assurantiel c'est fini, ils se sont trompés et ils sont vaccinés. Oui. Non, c'était quand même oui. C'est une erreur, clairement. Ils sont vaccinés pour l'assurantiel. Maintenant, c'est quand je vois l'inflation, les yeux dans les yeux, là, non, même pas l'inflation, la baisse du chômage, puisque grosso modo, l'inflation revient, et ils attendent de voir, mais le chômage tient à peu près à des niveaux officiels. Donc voilà. Donc après, je pense que l'affaiblissement de l'économie américaine est réel, tendanciellement faible, mais continue. Depuis maintenant 6 mois, il faut voir qu'au début de l'année, on anticipait une explosion. Il y a une érosion. Il y a une érosion de la résilience de cette économie américaine. 30.0, on visait un boom de l'économie. Après, il y a eu 30.0, qui était une vision quand même qui, in fine, était récessive. Il la voyait pas comme ça, mais in fine, était récessive avec la baisse des dépenses publiques et les tarifs. Ils ont fait marche arrière sur le déficit, puisque la preuve, c'est que Musk crée un nouveau parti pour le déficit. Il se fait pas marche arrière. Maintenant, il y a ces tarifs. Les tarifs sont toujours en place. On a l'impression que c'est fini, mais on est à 18, bien sûr qu'ils sont en place. 18-17% de tarifs sur l'économie américaine. Et ça infuse doucement. Mois après mois, les recettes tarifaires sont plus élevées. Alors, ce qui est intéressant sur les recettes tarifaires, c'est que, d'après si on regarde au niveau du PNB, on a 50 milliards de dollars de recettes tarifaires pour le moment, et apparemment on aurait 40 milliards de bénéfices en moins sur les entreprises en global. Donc aussi, est-ce que c'est l'un et pas... C'est bon pour le Trésor, mais ça se paye, ça se retrouve quelque part. Oui. Ça se retrouve quelque part. Bien sûr. C'est pas les étrangers qui payent, contrairement à ce que croit. Voilà, Trump. Donc, il y a quand même des facteurs. Il y a l'immigration. On voit pourquoi est-ce que le chômage, quelle que soit la quantité, était à 100 000. 100 000, il y a un an, c'était pas un bon chiffre. Parce qu'il y avait une progression de la population active qui était de 100 150 000 par mois. Là, on est descendu sur une croissance de la population active à 80 000. Donc, il y a un effet il n'y a plus de flux c'est fini. migratoire. Mais c'est même, donc il y a un effet de base qui fait que le taux de chômage en taux par rapport à une population, je veux dire, il se maintient parce que le taux de participation est en train de baisser. Mais ça, je dirais, c'est bon. Enfin, c'est pas bon pour la croissance. Je veux dire, on a quand même un certain nombre de facteurs négatifs pour la croissance américaine. La progression de la main-d'œuvre, le protectionnisme, qu'on n'a pas encore vu se traduire. Là, si on regarde, alors ça va être compliqué sur les 6 premiers mois sur le PNB. On a fait moins 0,3, faire plus 3, mais en moyenne, on a 1,5 de croissance. Oui, donc c'est déjà un ralentissement. On est déjà en ralentissement. Okay. Et on pourrait avoir des chiffres qui sont encore pires sur la deuxième partie de l'année, doucement aux États-Unis. Et je dirais, ça, c'est quelque chose pour lequel le marché n'est clairement pas positionné aujourd'hui. Mais on attend que la Fed vienne justement en réaction de ces chiffres à un moment. Alors, la Fed ne viendra qu'une fois qu'ils sont déclenchés. Le risque aujourd'hui, à mon sens, c'est que ça commence. On passe par une phase donc où le marché va devoir s'ajuster avant que la Fed n'intervienne, parce que maintenant la Fed n'interviendra que si elle est sûre. D'accord. Et donc dans l'intervalle, ça peut créer de la volatilité, voire un trou d'air. Si le temps qu'elle intervienne. Comment on gère la question du dollar ? Partant des niveaux atteints, 10% de baisse pour le taux de change effectif du dollar et même peut-être un peu plus sur les 6 premiers mois de l'année. Comment on gère ça dans un portefeuille ? Est-ce qu'il faut apprendre à couvrir les actions américaines, par exemple, du risque de change ? C'est une très bonne question. Je pense qu'on a tous été pris à revers depuis le début de l'année. Parce que je disais une statistique intéressante tout à l'heure, c'est qu'environ 80% des asset managers européens sont déjà couverts maintenant. Donc il en reste 20%. D'accord. Est-ce que c'est les malins ou les dindons de la farce ? On le saura à la fin de l'année en fonction de la trajectoire du dollar. S'il va à 22, à 25, ces 20% ont été perdants. S'il retourne à 1,12, je ne sais quoi, ils seront gagnants. Donc je pense que globalement, le monde qui devait se couvrir, et pas seulement les investisseurs européens, mais même les investisseurs internationaux, bien sûr. Le hedge, il est fait. D'accord. Donc la question, c'est est-ce que la trajectoire du déficit américain et ce plan de relance, parce que c'est quand même un plan de relance qu'il annonce, bien sûr. parce qu'on va écarter les déficits et on va rajouter, Pauline le disait très bien,
autour de 3 000 à 4 000 milliards de déficit à l'échéance. Donc il y a quand même de la relance, il y a de la dépense en infrastructure, dans la défense. Il y a quand même des choses, il y a des baisses d'impôts. Ça devrait soutenir l'économie. Donc c'est pas un si mauvais plan. En face, j'oublie pas quand même que l'Europe, elle a aussi 2-3 plans de dépenses et de relance à venir. Les 800 trillions et le plan d'infrastructure et de défense en Europe et en Allemagne, va falloir les financer par des émissions. Donc ça va se produire comment? Par une baisse de l'euro, je ne sais pas, par un écartement peut-être tout doucement ou une remontée du pricing sur le 10 ans allemand. C'est pas exclure parce qu'aujourd'hui il est pas très généreux et quand on regarde la liquidité mondiale, les gens cherchent à se diversifier. Donc le 10 ans américain au dollar, tout le monde a plus ou moins pris sa position. J'en parlais encore tout à l'heure. L'or, tout le monde est dessus. Le franc suisse, il est tellement cher que de toute façon qui va y aller, c'est très liquide. Donc l'étape d'après, c'est de s'intéresser au Bund. Donc pour répondre, parce que je ne vais pas non plus être normand et noyer le poisson, moi je pense et je suis dans l'idée de dire qu'on est autour du niveau de stabilité et que le dollar peut peut-être s'écarter de 2-3% dans un sens ou dans l'autre en fonction de quelques décisions politiques qu'aujourd'hui on ne maîtrise pas, mais j'ai du mal à imaginer le dollar tout de suite franchir les 1,25 comme certains le disent. J'ai du mal à lui trouver aussi l'énergie d'aller retourner sous les indices, imaginez à 1,08 ou la parité, n'en parlons même plus aujourd'hui, mais je pense que l'effort d'ajustement de la devise, et d'ailleurs le dollar c'est leur devise mais c'est devenu notre problème, ça fait 30 ans que je l'entends et même quand j'étais étudiant je l'avais aussi en cours. Aujourd'hui, ça devient un problème pour Corporate Europe. Bien sûr qu'il y a des secteurs qui vont bénéficier. À ce niveau-là, c'est déjà presque un vent contraire pour des entreprises européennes. Attendons quelques communications au premier semestre. Il y aura bien évidemment des effets de translation, donc ça, c'est jamais très positif. Et on voit bien qu'on cut les bénéfices des entreprises très internationales en ce moment, parce que le côté devise n'est pas un facteur positif. Mais à un moment, dans une compétition internationale, que ce soit sur un marché de biens ou de services, mais principalement de biens, quand votre concurrent américain boxait dans une catégorie avec un dollar à 1,05 et qu'aujourd'hui il est à 1,18, potentiellement vous venez de perdre 12% en ligne droite de valeur, sans de pricing power. Donc soit vous baissez votre marge, soit vous ajustez, soit vous avez un outil de production que vous pouvez améliorer. Mais donc clairement aujourd'hui, le mécanisme entrepris par l'administration américaine est un facteur de soutien à l'économie américaine parce qu'un dollar faible, c'est plutôt positif pour l'économie et corporate America. Même si pour l'effet richesse du consommateur, artificiellement, c'est pas une population qui voyage énormément, donc c'est pas très gênant. Voilà, donc le dollar, je pense qu'il est aujourd'hui arrivé à sa neutralité. Et c'est seulement la trajectoire des déficits de l'administration et des décisions des banques centrales au deuxième semestre ou en début d'année prochaine qui permettra de dire si c'est 1,25, la parité pouvoir d'achat que tout le monde a en tête, qui semble être une cible moyen terme été 26, ou si c'est retourner et se balader entre 1,10 et 1,15 dans les prochains mois. C'est la vice-présidente de la BCE, Luis de Guindos, qui nous a un peu donné l'objectif aussi. Il dit que jusqu'à 1,20 tout va bien et au-delà ça peut poser des problèmes. Donc on y est quasiment. On est quasiment à 1,20. Je suis d'accord. Ça peut être un frein. On peut évoquer le cas de l'Europe, bien sûr. Alors l'Europe les actions européennes ont été très très fortes au premier trimestre. C'est vrai qu'elles ont reperdu un peu de momentum sur le deuxième trimestre. L'euro peut déjà être un problème pour les entreprises européennes. Alors, c'est une conversation que j'ai eue cette semaine avec certains de nos clients, évidemment, qui sont plutôt du côté des exportations. Effectivement, de voir les prévisions, on est déjà sur ma cible, sur la cible de fin d'année qu'on avait communiquée. De voir encore effectivement un euro s'apprécier, c'est sûr que ça commence pour certains à se poser des questions. Avec les tarifs, je rappelle, c'est vraiment il y a l'étage tarifaire et puis l'appréciation de la devise. Oui, exactement. Donc ça peut poser un problème. Maintenant, on n'est quand même pas à des niveaux extrêmes. On a connu pire, oui. On a connu pire, on reste sous des niveaux où, en fonction de la fenêtre temporelle que vous prenez, on n'est pas très loin de la moyenne, un petit peu en dessous. Ça reste pas, on n'est pas en train de reparler non plus d'un euro à 1,50 ou à 1,60 pour le moment. Mais c'est vrai que, en tout cas, dans la planification budgétaire de certains clients, il se pose la question. Maintenant, à savoir, est-ce que, je me souviens quand j'étais venu début du mois de mai sur ce plateau, je vous avais partagé, je voyais pas de facteurs qui pouvaient faire baisser le dollar américain. Aujourd'hui, il y a
il y a peu de changements. Le seul changement, vous l'avez évoqué, c'est les premiers discours des banquiers de la BCE qui commencent à talk down un petit peu la devise, évidemment. Donc ça, à voir comment le marché va incorporer ça. D'un point de vue différentiel de taux d'intérêt, la BCE nous a communiqué clairement qu'à 1,75, on avait atteint la fin du cycle. Maintenant, l'incertitude, elle vient aussi du côté de la Fed. Est-ce que ça pourrait être un support pour le dollar à court terme, cette incertitude sur le fait que la Fed ne va pas baisser les taux tout de suite? À voir. Je vois qu'il y a quand même une incertitude. Peut-être on a moins d'incertitude pour le moment parce que la loi budgétaire est passée, bien que son impact économique on reste un petit peu incertain. Il reste quand même un petit peu d'incertitude qui pour moi reste négative pour le dollar. Pour le dollar. Bon. Le processus de nomination du successeur de Jérôme Powell, ça peut être aussi un facteur un peu troublant pour les cambistes. Clairement, je veux dire, Gilles. Aujourd'hui, de toute façon, il y a la seule chose qui maintient le dollar. Il faut que le dollar même à 18 est encore cher. Surévalué, macroéconomiquement parlant. Macroéconomiquement, il est surévalué. Et je dirais, on parle de parité effectivement à 25. On pourrait une note qui donne un 30, un 35 sur les parités strictement économiques. Je parle de pouvoir d'achat. Donc, on a la marge encore et effectivement, on a encore un dollar qui est considéré comme cher. Il y a un consensus à Washington, nous, qu'il faut faire baisser le dollar. Que finalement, la baisse du dollar, c'est de la façon la moins douloureuse d'ajuster l'économie américaine, parce qu'ils ont essayé par le déficit budgétaire, on a vu comment ça a fini, donc ils disent finalement le dollar, c'est quelque chose de moins douloureux. Il n'y a que les 3 étoiles parisiens qui peut-être qui en souffrir, et les palaces italiens, parce qu'il y a quelques Américains qui voyagent, je crois, c'est bien. Mais encore une fois, on n'est pas à 1,40 non plus. Non, mais on n'est plus. Enfin, on n'est plus à la parité. Oui. Ça a un peu augmenté les additions. Voilà. Non, l'enjeu de la Fed est important parce que effectivement, les niveaux d'écart de taux est la seule chose qui aujourd'hui vraiment maintienne le dollar. C'est la seule force de rappel. C'est la seule vraie force de rappel. Les gens se sont aperçus qu'ils avaient trop de dollars. Oui, je pense que le passage Trump 1.0, 2.0, ça a été, on parlait tout à l'heure de hedger, c'était ça. Les gens se sont aperçus qu'ils avaient beaucoup plus de dollars qu'ils ne pensaient. Ouais. Tant que ça montait, personne ne faisait attention et ça, tout le monde était content. Mais après, derrière, tous les gérants institutionnels, taïwanais, japonais... on a vu encore à Taïwan les assureurs obligés d'aller se couvrir un peu en urgence. Tout le monde s'est trouvé en disant, mais j'ai tant de dollars que ça, ben oui, les treasuries, les Google, les Maxet, tout ça, mis tout bout à bout. Donc, mais ça on m'a dit depuis 2020, pour un euro ou un dollar investi, 80 cents vont aux États-Unis, sont allés aux États-Unis. Voilà, donc tout le monde s'est retrouvé à constater, quand ça a commencé à partir dans l'autre sens, que visiblement on était quand même beaucoup trop investi et pas aidé. Parce que, donc là, je crois que c'est la baisse du dollar, c'est cette première baisse. Je comprends. Et la mécanique de couverture. La prise de conscience par les investisseurs non résidents américains qu'en fait, ils avaient beaucoup trop de dollars. En tout cas, quand ça partait mal, ils en avaient trop. Ils n'avaient pas assez quand c'était bien. Et aujourd'hui, le facteur qui quand même retient le dollar en dessous de 1,20 probablement, c'est l'écart de rémunération. C'est comme la devise la mieux rémunérée. Ouais. Si demain, la Fed... soit agressivement ses taux, soit parce que la conjoncture se dégrade, soit parce qu'il y a un nouveau président de la Fed qui est une super colombe, oui, ça va poser un problème à la devise. Et aujourd'hui, je pense que c'est un super colombe. Et donc ça peut être une nouvelle accélération de la baisse du dollar. Oui, je pense que le moment où la Fed va enclencher sa baisse de taux, alors ça dépend si c'est une récession ou si c'est... oui, ça dépend de la raison de la raison de baisse de taux, mais ça sera... Là, je pense qu'on est dans un cycle... Il y a des cycles sur dollar, de hausse et de baisse. Là, on est sur un cycle de multi-années. On a démarré à 1,04, on finira à 1,40, 1,30, je ne sais rien. Et ça va prendre du temps, parce que vous dites, ça se fait pas là. On a eu on va pas refaire moins 10% 6 mois sur le dollar. 2010, c'était la hausse de l'euro. 2023, la hausse du dollar. Et puis maintenant, on est plutôt dans un cycle probablement de hausse de l'euro, d'arrachement de l'euro. Et voilà, il commence. Mais aujourd'hui, c'est la Fed est l'enjeu principal de la réaccélération ou pas de la devise. On est stabilisé, les gens sont hedgés, ont mis leur niveau de dollar correctement. Maintenant, que va faire la Fed? C'est ça qui va dicter de 21, de 22 ou de 15. Quoi. On va revenir à un driver lié à la politique monétaire, à la politique de taux, aux écarts de taux. Là, on a eu un oups en début d'année. J'ai beaucoup de dollars. Quand même. Voilà, il faudrait quand même penser à s'alléger.
Comment on organise justement les portefeuilles là, à ce stade de l'année, Laurent, entre les actifs risqués, qu'est-ce qui fait le socle d'un portefeuille et effectivement les actifs de couverture, les actifs un peu refuge, qu'est-ce qui fonctionne là? Les actifs refuges, bien évidemment, le fixed income reste aujourd'hui intéressant. Il reste encore un peu de valeur quand même à extraire dans le high yield européen, dans l'investment grade un peu moins. Tout est assez serré. Ouais. Mais on a un peu de portage, donc ça permet peut-être de passer un été un peu plus serein s'il y avait de la volatilité, parce qu'on sait que les marchés en général peuvent être volatiles, parce qu'il y a moins d'intervenants. Mais globalement, aujourd'hui, dans la construction, aujourd'hui, il y a une vision assez neutre des marchés equity. Et si on devait donner une préférence, elle serait quand même très européenne ou internationale. Les États-Unis nous séduisent par l'innovation, mais il y a certains pans de l'activité qu'on n'aurait pas envie d'avoir en exposition. L'or, il en faut, mais jusqu'à quand aussi? C'est une fonction de réaction par rapport à la vision du dollar. Sur le dollar, je rappellerai juste quand même que la grande question que certains se posent, donc sauf à démissionner, M. Powell, il est gouverneur de la Fed jusqu'en 2028. Oui, donc il ne sera plus président du FOMC. Un ancien président, membre du comité. Sûr. Même si on met une colombe, il pourra influencer. Donc M. Trump n'aura pas gagné sa partie, même à le dégrader. Il faut qu'il démissionne pour que tout d'un coup la partie soit vraiment gagnée. Voilà, donc aujourd'hui, notre vision, elle est neutralité sur les actions, avec un biais favorable sur l'Europe et particulièrement sur le CAPEX européen. On pense que le consommateur, c'est une histoire, Gilles disait, il y a des cycles sur les devises, il y a des cycles aussi dans l'investissement. Consommateur, ça fait longtemps qu'on en a parlé, qu'il a bénéficié. Oui. Aujourd'hui, le consommateur, il est un peu tendu, il y a un peu de pression. En revanche, ça fait des années, voire des décennies qu'il y a eu disette dans l'investissement et on se rend bien compte qu'on a besoin d'avoir une indépendance énergétique et militaire. Voilà. Je pense que tout le monde a été choqué par la présence de M. Zelensky à la Maison-Blanche et je pense que tous les présidents ou tous les gens qui auraient la vocation à être un jour autour d'une institution comme la présidence se sont dit mais si j'avais été à sa place, quel choc. Et donc aujourd'hui, voilà, il y a cette volonté d'aller vers le CAPEX. Donc nous, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup dans la construction des portefeuilles, s'exposer à l'investissement. On a une dynamique devant nous qui semble assez séculaire. En tout cas, sur la fin de la décennie, ça semble assez légitime de s'exposer à travers la défense, les infrastructures, à cette stratégie de CAPEX. Et l'Europe est vraiment un bon candidat sur ce point-là. Le fixed income, un peu d'or. Et aujourd'hui, c'est vrai que, n'étant pas certain de la trajectoire des politiques monétaires et budgétaires, on a pris la décision assez sage de se dire que pour les nouveaux investissements ou le recyclage de certains investissements, quand on est phase de remboursement, etc., on a neutralisé le dollar et on se donnera un petit peu de temps pour savoir si on se remet long ou si on reste neutre avec du hedge. Nicolas, en tant que stratégiste, là, qu'est-ce qui peut être intéressant quand on est sur les marchés, effectivement, à travers l'été, pour cette deuxième partie d'année? Est-ce qu'on a des poches de valeur, de rendement risque qui paraissent encore intéressantes? Oui, il y a des poches de valeur. On va dire que globalement, dans notre allocation d'actifs, on avait repris récemment un petit peu de risque, donc en surpondérant les actions par rapport aux obligations, mais avec quand même un mix beaucoup plus diversifié au sein des actions, donc une diversification en dehors des actifs américains, une exposition réduite aussi au dollar. On avait en début d'année évidemment suivi le mouvement sur l'Europe. On a trouvé de la valeur aussi un petit peu au Japon et récemment sur les émergents. Les émergents avec peut-être, pour avoir très bien connu la situation en Asie, pour y avoir vécu très longtemps, avec des premiers signes maintenant en Chine en tout cas de relâchement dans cette régulation qui a vraiment freiné les perspectives chinoises. Donc un petit peu en tout cas de soutien de la part de Pékin à un moment où les valorisations sont encore très... Et donc pour ceux qui veulent ou peuvent, il y a quelque chose à faire à nouveau avec les actions chinoises. Elles ont connu un bon semestre. À Hong Kong, en tout cas, la performance du premier semestre est quand même... Oui, mais même sur les shares. Donc on reste... ça fait partie, si vous voulez, de ce mix d'actions qu'on a qui reste diversifié. Parce que la diversification, à un moment où l'incertitude, malgré tout, elle se réduit, mais elle reste quand même très élevée, c'est quand même le premier rempart de défense contre la diversification, contre cette incertitude. Maintenant, il y a des questions qu'on se pose, avec les obligues notamment, de retrouver peut-être de la valeur à un moment ou à un autre sur le marché américain, par exemple. Sur les obligations américaines. Voilà, c'est une question qui devra être posée.
Pour conclure avec vous, Oui, nous, on est quand même très défensifs. Puisqu'on pense qu'il peut y avoir quelques mauvaises surprises pendant l'été. Donc, ce qu'on aime, c'est le court terme, enfin le 5 ans américain. On a beaucoup de 5 ans américains. C'est une bonne le 30 ans est un peu le problème du Big Beautiful Bill, tout ça, de la dépense pèse ça reste volatile, les parties très longues, super longues, restent très volatiles. Voilà, le 5 ans est bien placé pour bénéficier d'une baisse ou d'augmentation du nombre de baisses ou d'un pivot à Jackson Hole. On a bien les devises latino-américaines qui sont super bien rémunérées et qui on gagne sur tout ce qui est peso mexicain, réal brésilien, et plus les devises que sur les émergents, on gagne plus d'argent. On trouve qu'il y a plus d'intérêt sur les devises que sur les marchés actions. Ouais. Les marchés actions sont quand même soit chers, soit un peu pénalisés, donc il y a les devises émergentes. On vient d'entamer une position short sur l'Europe, en particulier sur les bancaires européennes. La fin des bancaires. 50% de hausse en un an. Voilà, nous, on attaque. On avait bien gagné, on avait fait déjà un short pendant la crise Liberation Day, qu'on avait coupé en bas. Donc on n'avait pas repris la hausse, on avait quand même bien couvert elle, et là on repositionne. Donc on est passé short. Ça fait partie d'un secteur leader. On est passé short sur l'Europe, on est encore long sur les États-Unis à travers la ZAC et les bancaires américaines, mais voilà, on surveille, mais on est sous-pondéré très largement. Mais on a attaqué, oui. On pense que l'euro à 1,18, ça va commencer à raréfier l'oxygène de certaines valeurs oxygènes. Non, nous, c'est sur des indices, donc on n'a pas de secteur pareil. Donc on a entamé un léger short européen là cette semaine. À travers les bancaires. À travers les bancaires et un peu, voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Gilles Etcheberry-Garay, Elcano Asset Management, Nicolas Sopel, Quintet Banque Privée et Laurent Dédié, au Tingre Banque Privée, étaient les invités de Planète Marché. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, nous passons au filtre de l'analyse fondamentale un dossier, un cas d'investissement avec les équipes de Clartan Associés. Et c'est Olivier Delos qui est à mes côtés ce soir, associé et gérant financier chez Clartan Associés. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. On parle avec vous d'un dossier de grande qualité. Intéressant d'ailleurs de commencer par l'angle boursier, une fois n'est pas coutume dans cet exercice. On parle du cas Legrand. Et Legrand est un exemple emblématique d'un dossier de grande qualité, le facteur qualité étant quelque chose de très documenté en bourse. Et la qualité en bourse, c'est une performance régulière sur la durée. C'est ça, Olivier? Oui, c'est tout à fait ça. C'est intéressant. Legrand, on a regardé ce matin, qui a été réintroduit en bourse en 2006, après un petit passage LBO, KKR et Wendel, bien sûr. Et la performance de Legrand, dividende réinvesti depuis que ça a été réintroduit en bourse, c'est nettement mieux que le Standard & Poor's 500 dividende réinvesti. Ça veut dire que c'est entre 12 et 13% par an. Donc 12 et 13% par an, ça veut dire que si vous gardez cet investissement pendant 20 ans, eh bien, vous multipliez quasiment par 10 la valeur de votre investissement initial. Et donc, Legrand, c'est une société qu'on ne connaît pas forcément très très bien, qui est une pépite française et qui en fait est un investissement boursier. On n'a pas besoin de parler des GAFAM pour en fait trouver de très très bons investissements. On peut faire mieux que le S&P 500 avec des valeurs françaises cotées comme Legrand. C'est aussi une ode à la patience, je trouve. C'est-à-dire... c'est 12-13% par an, c'est régulier. On va pas chercher la fusée stratosphérique qui peut là doubler en 6 mois. Non, c'est la patience aussi qui fait ça, Olivier. Oui, dans l'investissement, un peu comme dans la vie d'ailleurs, souvent, ce qu'on aime, c'est les ruptures, les choses qui accélèrent très fort. Mais en fait, on se rend compte que si on a bien fait son analyse et son choix à l'origine, et qu'on est patient et qu'on laisse dérouler en fait une stratégie, mais c'est ça qui a de la valeur, c'est ça qui crée de la valeur, et c'est ça qui rend l'investisseur heureux. Qu'est-ce qui fonde cette qualité, cette extrême qualité qu'on retrouve chez Legrand sur le plan boursier à travers l'histoire de l'entreprise et à travers son positionnement aujourd'hui, Olivier? Alors d'abord, c'est une société qui a un historique profond puisqu'elle a été créée il y a bientôt 160 ans. Ses origines, c'est Limoges. Pourquoi Limoges? Parce que c'est la porcelaine. Et la porcelaine, au tout début de l'électricité, la fée électricité, c'est le matériau qui est le plus isolant. Et donc, en fait, Legrand, qui est une société d'électricité à l'origine, avait racheté ce producteur de porcelaine pour pouvoir produire et commercialiser des interrupteurs, principalement.
Alors après, ce qu'on peut dire, c'est que la qualité de Legrand, c'est une stratégie qui se déroule. C'est-à-dire que c'est un pure player sur son marché. C'est un marché mondial qu'on peut estimer à peu près à 130 milliards d'euros. C'est quand même très profond. Donc Legrand, on appelle ça le matériel basse tension, c'est ça? Alors oui, Legrand, c'est le leader mondial des infrastructures électriques et numérique pour les bâtiments. Donc c'est tout ce qu'on voit dans ce studio. Dans le tertiaire, dans l'industrie, dans tout type de bâtiment. Exactement. Et donc ils ont une référence, un catalogue de références de 300 000 pièces. Donc ça, c'est plus 200 000 qui sont customisés. Donc, ça veut dire que c'est une offre qui est unique dans le monde. Et ce sont les seuls à faire ça. Et donc c'est un marché qui est très atomisé. Pour moitié, en fait, sont des grands acteurs, comme ABB, comme Schneider, mais qui ne sont pas des pure players, qui offrent d'autres choses. Et puis ensuite, des entreprises qui font quelques millions, dizaines de millions, centaines de millions de chiffre d'affaires, et qui sont à la fois des clients, des concurrents de Legrand, mais aussi des cibles. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que Legrand, c'est d'abord l'innovation. C'est une entreprise qui investit tous les ans 5% de son chiffre d'affaires en recherche et développement, et donc qui est toujours à la recherche de nouveaux produits pour être plus efficace et pour apporter toujours quelque chose de plus au client final. Et à côté de ça, c'est aussi un modèle qui vise des acquisitions. Donc c'est une croissance finalement de l'ordre de 10% par an, moitié, ou plutôt 2/3 par croissance organique et toujours 1/3 par acquisition. Et c'est un savoir-faire ancré dans l'entreprise. On a eu la chance de recevoir il y a pas très longtemps, il y a quelques mois, le directeur financier de Legrand, Franck Lémery. On a parlé de cette division M&A. Oui, c'est une division importante de l'entreprise et c'est un rythme et un savoir-faire qui est ancré effectivement dans l'ADN de l'entreprise. Exactement, c'est ce que l'ancien patron des Steelers, Xavier Fontanet, a appelé jeu de fond de cours et de volée. C'est-à-dire le fond de cours, c'est la croissance organique et la volée, ce sont les acquisitions. Et donc, ils ont toujours un budget et donc, ils ont une entreprise, c'est une entreprise qui n'a quasiment pas de dette. Le levier, c'est un peu moins de 1,5 fois l'EBITDA. Ça veut dire qu'ils ont des capacités, avec la génération de cash en plus, tous les ans, à faire des acquisitions ciblées de plus ou moins grande taille. Et c'est comme ça, par exemple, qu'ils sont en train de s'étendre assez fortement sur les data centers, ce qui était une activité assez récente, en fait, pour Legrand. C'est un exemple parfait pour évoquer les tendances qui portent effectivement le business de Legrand. Les data centers, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, il y a, 5-6 ans, ça pesait quasiment rien dans le chiffre d'affaires du groupe. Aujourd'hui, ils sont quasiment à 20%. Oui, c'est ça. C'était 5% il y a quelques années. Cette année, ce sera 25% du chiffre d'affaires. Et ce qui est intéressant avec cette société, c'est que, en fait, ils sont vraiment assis sur les grandes tendances de la transition énergétique. Et c'est intéressant parce que, alors, Legrand peut penser que c'est pas très glamour comme cas d'investissement, mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont centrés sur l'énergie. Et l'énergie, c'est le cœur finalement de l'activité économique. Et donc, les 3 grandes tendances sur lesquelles ils vont surfer dans les prochaines années, c'est évidemment l'électrification du monde, parce qu'on ne peut pas réussir cette transition énergétique et moindre émission de CO2 sans électrifier en fait au maximum les bâtiments, les productions, le transport et autres. Donc on estime à peu près à une multiplication par 2 de la part de l'électricité dans le mix énergétique d'ici 2050. On va passer de 20% à 40% d'un marché qui va continuer à croître en plus. Donc ça, c'est vraiment une tendance de fond qui est très porteuse. La deuxième chose sont les data centers. Il y a une explosion en fait des productions de data aujourd'hui dans le monde. C'est multiplié par à peu près 15 entre 2020 et 2030. Enfin, donc c'est un rythme qui est absolument effréné. Et pour ça, il faut des data centers. Et où est-ce que Legrand intervient ? Dans évidemment le câblage, mais aussi tout ce qui est refroidissement en fait des infrastructures de data centers. Donc ça, c'est effectivement très intéressant. Et le dernier aspect, c'est qu'il y a une transformation finalement démographique du monde. Déjà une croissance démographique qui se poursuit, même si elle va se ralentir, une urbanisation qui fait qu'on a de plus en plus appel finalement à l'électricité, et puis des nouveaux moyens, nouvelles façons de vivre, des usages qui sont nouveaux. Il y a évidemment la santé connectée.
Il y a l'aide à domicile et la présence à domicile le plus longtemps possible. Donc tout ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut être de plus en plus connecté et tout ça avec des bâtiments intelligents. Ça, c'est fondamental parce qu'on se rend compte que tout ce qui est thermostat, pouvoir voir quelle est la température à tout moment de son logement ou de ses bureaux, hein, c'est tout ça. Ce que rappelle Benoît Coquard, le patron de Legrand, c'est que dès que vous baissez d'1 degré la température d'une pièce ou de votre bâtiment, vous baissez de 8% la consommation d'électricité, d'énergie. Donc, tout ça fait qu'on a une société qui va dérouler dans les 10, 15, 20 prochaines années. Dans l'environnement actuel, alors ils se sont exprimés effectivement sur ce que pourraient coûter des tarifs américains sur leurs produits. Ils exportent une partie de leurs produits quand même pour le marché américain. C'est pour une entreprise comme Legrand, c'est complètement gérable. Le marché l'a intégré. Il n'y a pas de risque supplémentaire de ce point de vue-là. Modulo, ce que Donald Trump a annoncé, j'entends Olivier, mais c'est quelque chose qui est géré par l'entreprise. Oui, absolument. Ça, c'est intéressant. Et on voit ce que c'est qu'une entreprise qui sait s'adapter très rapidement. Donc, très vite, ils ont dit ça coûtera à peu près 150 millions. L'impact, et encore, c'était en prenant les premiers tarifs annoncés par Trump. Oui, c'est ça. C'est moindre aujourd'hui. Donc, c'est à peu près 150 millions. Les États-Unis, c'est un marché important pour eux, puisque l'Amérique du Nord, c'est 40% du chiffre d'affaires. Ouais. Et dessus, ils importent la moitié des produits qui sont vendus aux États-Unis. Et ce qu'ils ont dit, ils se sont engagés à ça, c'est que ce soit sans impact sur la marge d'exploitation cette année, parce qu'ils vont réorganiser leur sourcing, ils vont passer des hausses de prix, et la société fera en sorte, avec des gains de productivité aussi, parce qu'ils savent faire ce genre de choses, de pouvoir passer complètement en fait l'impact. Oui, c'est une boîte qui a un vrai pricing power. Vous disiez, c'est pas très sexy, bon peut-être, mais en tout cas dans l'industrie, c'est quand même des boîtes, c'est quand même une star de ce point de vue-là. Elle passe régulièrement des hausses de prix chaque année. Ah bah chaque année. C'est dans le business model, c'est l'un des aspects stratégiques. Alors évidemment, au moment du choc inflationniste qu'on a eu après Covid, là c'était des hausses de prix qui ont pu être de l'ordre de 20 à 30%, mais tous les ans, c'est 2-3% de hausse de prix. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une telle offre qu'en fait le professionnel veut être sûr d'être fourni. Et donc ça finalement, ça n'a pas de prix. Et en plus de ça, il faut avoir des produits de très bonne qualité, parce qu'on ne joue pas avec l'électricité et on ne veut pas, évidemment, que renoncer à la qualité pour des questions de prix dans cette industrie. Le problème d'une entreprise comme Legrand, c'est qu'on ne sait jamais quand l'acheter. C'est-à-dire que c'est toujours un peu cher, d'une certaine manière, Olivier. Mais avec ce qu'on vient de décrire, je comprends que ça le vaut. C'est sûr, c'est une pépite. C'est une société qui a une marge d'exploitation de 20%. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Return equity, 16-17%, bon an, mal an. Il reverse 50% des résultats à l'actionnaire, toujours sous forme de dividendes. Ils feront peut-être un jour du rachat d'actions, mais pour l'instant, ils continuent à croître. Et donc, oui, c'est une société qui se paye assez cher, toujours. Les ratios de valorisation, c'est 20 fois lorsqu'on est en crise et 22 à 25 fois quand les choses vont bien. Mais encore une fois, ce qui compte, le point d'entrée est important. Mieux vaut l'acheter. Mais il faut accepter de monter dans le train en marche. C'est exactement ça. Ouais. Au moment de l'introduction en bourse, au début, ça a été pas facile puisqu'il y a eu la crise immobilière américaine tout de suite. Oui, le titre a baissé de 40%. Ça aurait été mieux de l'acheter là. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ceux qui l'ont acheté à l'introduction ils ont en bourse, quand même fait x8. Ont fait déjà x8. Exactement. Merci beaucoup, Olivier. Olivier Delos qui est avec nous pour développer, détailler ce cas Legrand, l'exemple de la qualité en bourse qui paye sur la durée. Olivier Delos, associé et gérant chez Clartan Associés, qui était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, à retrouver en replay, bien sûr, sur bismart.fr.